Bienvenue dans Maîtriser la paye, le podcast qui rend la paye accessible à tous. Aujourd'hui, on parle de la démission. Vous avez déjà eu envie de tout plaquer sur un coup de tête, mais vous ne saviez pas vraiment si vous en aviez le droit, ni comment faire en fait. Eh bien, nous allons décrypter ensemble les règles de la démission, les préavis à respecter et les pièges à éviter selon votre contrat. C'est parti. Alors, notre mission aujourd'hui, en nous basant sur le code du travail et les conventions collectives, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour maîtriser la chorégraphie légale d'un départ réussi. D'accord. Donc, juste pour commencer, est-ce que n'importe quel salarié peut juste aller voir son patron, lui annoncer verbalement qu'il s'en va et simplement vider son bureau dans la foulée? Alors, non, absolument pas. C'est une idée reçue très courante, souvent alimentée par les drames à la télévision, vous savez. C'est clair. Mais la réalité juridique est tout autre. La démission, en fait, c'est une procédure très encadrée et surtout, c'est un mode de rupture qui est exclusivement réservé au contrat à durée indéterminée, le fameux CDI. Attendez, vous voulez dire que si je suis embauché en contrat à durée déterminée ou que je fais une mission en intérim, je n'ai littéralement pas le droit légal de démissionner de mon poste? Exactement. C'est souvent contre-intuitif, mais c'est d'une logique implacable. Un contrat à durée déterminée, c'est un engagement ferme et mutuel sur une période temporelle très précise. Ah oui, je vois. L'employeur s'engage fermement à vous garder et en retour, vous vous engagez à rester jusqu'à la fin de la mission. C'est pour ça que la démission libre n'existe tout simplement pas pour ces statuts. Mais alors du coup, que se passe-t-il concrètement si un salarié en CDD veut ou même doit absolument partir avant la date de fin? Eh bien, il doit utiliser des mécanismes de rupture anticipés, qui sont eux définis de manière extrêmement stricte par le Code du travail. Genre des accords spéciaux. Voilà, par exemple, il peut partir s'il justifie d'une embauche en CDI dans une autre entreprise. Sinon, il faut obligatoirement un accord à l'amiable, une faute grave de l'employeur, un cas de force majeure ou bien une inaptitude constatée. Ah, ça rigole pas. Et j'imagine que pour les jeunes en apprentissage, c'est encore un autre fonctionnement. Tout à fait. Pour les apprentis, ce sont des dispositions encore plus particulières qui nécessitent souvent l'intervention d'un médiateur. En fait, le CDI est véritablement le seul statut à posséder cette soupape de sécurité. D'accord, je comprends mieux ce privilège, quoi. Mais du coup, pour le salarié en CDI, comment il doit s'y prendre en pratique pour que son départ soit fait dans les règles de l'art? C'est là que la jurisprudence entre en jeu. Le Code du travail n'impose aucune procédure légale stricte ou formulaire officiel. Ah bon? Donc on peut le faire à l'oral? Théoriquement, oui, vous pourriez démissionner par oral, mais les juges exigent que votre volonté de rompre le contrat soit, et je cite, claire et non équivoque. Ce sont vraiment les deux notions fondamentales à retenir aujourd'hui. Mais sur le terrain, dans la vraie vie de l'entreprise, une volonté claire et non équivoque, ça veut dire quoi exactement? Si je dis « j'en ai marre de cette boîte, je me tire », en plein milieu de l'open space. C'est exactement le comportement qu'il faut fuir. Si vous annoncez votre départ sous le coup d'une vive émotion, d'une grosse colère, ou pire, sous la pression de votre hiérarchie, ce n'est pas du tout considéré comme une volonté réfléchie. D'accord, c'est logique. Si l'affaire va devant le conseil de prud'homme, les juges estimeront que vous avez agi sous le coup de l'impulsion. Ils vont requalifier cette scène en licenciement injustifié, avec des sanctions financières pour l'employeur. Ah, c'est donc pour ça que les ressources humaines demandent toujours de faire une vraie lettre, pour prouver qu'on était parfaitement calme et lucide. Tout à fait. L'écrit permet de figer cette volonté de manière froide, rationnelle et incontestable. Ouais. En envoyant une lettre commandée avec avis de réception ou en la remettant en main propre contre décharge, vous sécurisez la procédure. Et surtout, ça fixe de manière indiscutable la date exacte du point de départ de votre préavis. Mais avant d'envoyer ce gros document officiel, est-ce qu'il ne vaut pas mieux en parler à son manager en face à face, juste par simple politesse professionnelle? Bien sûr, c'est une excellente pratique de savoir-être. Organiser une courte réunion formelle avec votre manager pour lui annoncer la nouvelle de vive voix, ça préserve la relation de confiance. Oui, c'est toujours mieux, quoi. Mais attention, sur le plan strictement juridique, cette discussion verbale n'a aucune valeur pour faire démarrer votre délai de départ. C'est uniquement la remise de la lettre qui va déclencher le chronomètre. Et que se passe-t-il dans le cas où l'employeur refuse catégoriquement d'accepter cette lettre ou tente de me dissuader en ne le signant pas? C'est très simple, l'employeur n'a pas son mot à dire. Il ne peut absolument pas refuser votre démission, c'est un droit fondamental et unilatéral. Ah, ça c'est bon à savoir. Oui, ça s'impose à lui immédiatement. Et si c'est moi qui regrette ma décision, genre j'envoie ma lettre le lundi et le mardi je me rends compte que c'était une énorme erreur, je peux annuler et faire machine arrière? Alors là, c'est le point de bascule le plus important à retenir aujourd'hui. Une fois que votre démission est donnée de façon claire et non équivoque, elle devient immédiatement définitive. Oups. Vous ne pouvez plus vous rétracter devant son propre chef. La seule et unique issue possible, c'est que votre employeur vous donne son accord explicite pour annuler ce départ. C'est définitif, vraiment. Et si je suis en arrêt maladie au moment où je décide de démissionner, est-ce que j'ai le droit de le faire quand même, depuis mon canapé? Oui, parfaitement. C'est une règle très puissante. La démission peut être donnée à tout moment, même pendant un arrêt médical prolongé ou en plein congé parental. C'est dense tout ça, vous avez un support visuel pour s'y retrouver? Oui, je vous offre le chapitre incomplet, 8 infographies qui décodent tout, du bulletin au barème de saisie et 40 questions de quiz corrigés pour valider vos acquis. L'outil parfait pour passer de la théorie à la pratique. Le lien est en description. Mais revenons au sujet. C'est très clair, mais une fois qu'on a posé cette fameuse lettre sur le bureau, combien de temps est-on concrètement obligé de rester travailler avant d'être totalement libre? C'est souvent là que le grand casse-tête du droit social commence en fait. J'aime utiliser une métaphore très visuelle. La démission, c'est comme actionner le frein d'un immense train de marchandises. Ah, j'aime bien l'image. Vous ne pouvez pas tirer le levier et vous arrêter instantanément sur la voie. Vous voyez, l'entreprise a besoin de temps pour ralentir la cadence, réorganiser les équipes et trouver votre remplaçant. C'est une excellente image, ouais. Mais alors combien de temps dure cette période de freinage en moyenne? Il y a une durée fixée dans la loi pour tous les salariés? Justement non, et c'est ce qui surprend beaucoup de monde. Le Code du travail ne fixe aucune durée générale et universelle pour le préavis de démission. Ah bon? Mais on fait comment alors? C'est un vide légal que d'autres textes viennent combler. On regarde en priorité votre convention collective, puis votre contrat de travail, ou à défaut, les usages pratiqués dans votre profession. D'accord. Donc si je ne trouve rien dans la loi générale, comment je calcule précisément le jour exact de mon départ? Eh bien, on applique la règle du calcul de quantième à quantième. Quantième à quantième, c'est-à-dire? Prenons un exemple chiffré très concret. Si aucune loi ne s'applique, mais que l'usage dans l'entreprise impose un délai d'1 mois, et que votre lettre est reçue le 15 mars, votre préavis se terminera le 14 avril à minuit.
Je vois. Et si le mois de fin n'a pas le même nombre de jours? Si je donne ma démission le 31 janvier avec un préavis d'un mois, sachant qu'il n'y a pas de 31 février? Ah, c'est une spécificité calendaire fascinante. Dans ce cas très précis, le droit prévoit que le délai expire le dernier jour du mois suivant. Donc, à la fin du mois. C'est ça. Votre préavis se terminera donc le 28 février ou le 29 si nous sommes dans une année bissextile. Et durant toute cette période, votre contrat continue normalement. Est-ce qu'il existe des secteurs d'activité ou des métiers spécifiques qui fonctionnent avec des règles totalement différentes de ce système classique? Absolument. Certains statuts professionnels bénéficient de dérogations inscrites directement dans la loi. Par exemple? Les voyageurs représentants placiers, les fameux VRP par exemple, ont un préavis qui évolue avec leur ancienneté. C'est au moins 1 mois durant la première année, 2 mois la seconde et 3 mois au-delà. Et pour les journalistes, j'ai entendu dire qu'il y avait une histoire de clause de conscience qui modifiait aussi les délais. Tout à fait. La profession de journaliste a son propre barème légal. Le préavis est d'1 mois si leur ancienneté est inférieure ou égale à 3 ans, ou grimpe à 2 mois si l'ancienneté dépasse ce cap des 3 ans. Il paraît aussi que dans certaines régions de l'Est de la France, les règles ne sont pas du tout les mêmes que sur le reste du territoire. C'est une légende urbaine, ça? Non, c'est tout ce qu'il y a de plus réel. Et c'est un héritage historique passionnant. Il faut faire un focus très pointu sur le droit local d'Alsace-Moselle. Ah oui, le fameux droit local. Oui, applicable dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. Après l'annexion de 1870, ces territoires ont conservé certaines lois de l'Empire allemand qui protégeaient fortement la mobilité ouvrière. Et qu'est-ce que ça change concrètement pour le salarié qui veut démissionner aujourd'hui à Strasbourg ou à Metz? Ça raccourcit les préavis de manière drastique. Pour une rémunération fixe au mois, le délai n'est peu de 6 semaines. Ah oui, c'est court. Mais attendez, si vous êtes payé à la journée, cela tombe à un délai ahurissant d'1 jour. Vous posez votre démission le lundi soir, vous êtes libre le mardi matin. C'est d'une rapidité incroyable. Ah la vache. Mais si on n'a pas la chance de dépendre de ce droit local et qu'on veut partir tout de suite, est-ce qu'on peut être totalement dispensé du préavis? Oui, la dispense est possible et s'organise autour de 3 scénarios bien distincts. Le premier, c'est à la demande du salarié. Si l'employeur accepte de vous libérer, c'est un accord mutuel. Ok. Vous partez immédiatement, mais la contrepartie est logique. Vous ne touchez aucune indemnité pour les semaines non travaillées. D'accord. Le deuxième scénario, c'est l'inverse. C'est le patron qui me demande de ne plus mettre les pieds dans l'entreprise. Exactement. L'employeur peut décider unilatéralement qu'il préfère vous écarter. Dans cette situation, la règle est stricte. Il a l'obligation de vous verser une indemnité compensatrice couvrant la totalité de votre salaire. C'est le scénario confortable, ça, du coup. Et le troisième cas de figure, ce sont des situations prévues par la loi où l'employeur n'a même pas son mot à dire. Ce sont effectivement les cas légaux exceptionnels. Par exemple, une salariée dont la grossesse est médicalement constatée n'a aucun préavis à effectuer. Ah d'accord. Et c'est la même chose pour élever un enfant à l'issue du congé maternité ou d'adoption, où un simple délai de revenance de 15 jours ou de 2 mois est requis. À retenir, ne faites jamais votre préavis sans autorisation. On peut aller encore plus loin. Oui, j'ai publié un article Substack sur ce sujet, avec une infographie à télécharger et le lien est en description. Continuons. Alors, abordons le quotidien de ces dernières semaines. Imaginons un cas très concret. J'avais prévu et validé de partir en vacances au milieu de mon mois de préavis. Comment ça se passe pour le calendrier de départ? La chronologie des validations est vraiment la clé absolue ici. Si vos congés payés ont été officiellement posés et validés par l'employeur avant que vous n'ayez notifié votre démission, votre préavis est automatiquement suspendu pendant vos vacances. Donc ma date de départ définitive de l'entreprise sera repoussée mathématiquement d'autant de jours de vacances que j'ai pris. C'est exactement cela. Si vous prenez 2 semaines de congés qui étaient prévues avant votre lettre, vous resterez en poste 2 semaines de plus après la date de fin théorique. D'accord. L'entreprise doit bénéficier du temps de présence effectif complet pour organiser votre remplacement. Et à l'inverse, si je me sens fatigué et que je décide de poser des jours de vacances après avoir envoyé ma lettre de démission, le chronomètre ne se met pas sur pause. La logique s'inverse complètement en effet. Si vous souhaitez poser des congés payés après l'annonce de votre démission, cela ne suspendra pas votre préavis. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas imposer de solder vos congés. D'accord. Et si je tombe gravement malade à cause du stress du départ? Ou que je fais un burn-out pendant mon préavis? Le compteur de jours s'arrête de tourner? Alors, il faut faire une distinction médicale très rigoureuse. Pour un simple arrêt maladie classique d'origine non professionnelle, le préavis ne se suspend pas. Ok. Il continue de s'écouler normalement pendant que vous vous reposez chez vous. Votre contrat se terminera à la date initialement prévue. Donc la maladie classique ne repousse pas la fin. Mais j'imagine qu'il y a des exceptions pour protéger les salariés victimes de leur travail, non? Tout à fait. La règle bascule si vous êtes victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans ce scénario, le Code du travail impose que votre préavis soit obligatoirement suspendu jusqu'à la fin de votre arrêt. C'est logique. Et pendant toutes ces semaines où le compteur tourne, est-ce que le salarié a légalement droit à du temps libre, payé pour passer des entretiens et chercher son prochain job? Ah, c'est la grande désillusion de beaucoup de professionnels. La réponse de la loi nationale est sans appel. Elle ne prévoit absolument aucune heure d'absence autorisée pour rechercher un emploi dans le cadre d'une démission. Sérieux? C'est sévère. Oui, contrairement au licenciement que l'on subit, la démission est un choix volontaire, donc l'État considère que vous avez anticipé la suite. Donc je n'ai aucun moyen légal d'aller passer un entretien sans devoir poser une demi-journée de congé. Votre seul véritable espoir est d'éplucher votre convention collective ou de vérifier les usages locaux de votre entreprise. Certaines conventions prévoient effectivement des droits, comme par exemple 2 heures de recherche par jour. Ah, ouf, Mais lisez bien les petites lignes. Elles précisent parfois que ces heures entraînent une baisse de votre salaire. c'est piégeux. Pour conclure sur ce long processus, quand arrive enfin la dernière heure du dernier jour, avec quelle somme d'argent le salarié repart-il concrètement? C'est le moment de faire les comptes finaux. Au terme de votre préavis, l'employeur verse le reliquat de votre salaire. À cela s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés. C'est l'argent pour les jours non pris, ça. Exactement. Ça monétise tous les jours de congés que vous avez acquis au fil du temps, mais que vous n'avez pas eu l'occasion de poser. Et il y a aussi les primes contractuelles éventuelles. Et concernant l'assurance chômage, est-ce qu'on peut espérer avoir un filet de sécurité financier après avoir posé sa démission? C'est l'avertissement majeur à prendre en compte. À retenir, une démission se prépare financièrement, puisqu'il n'y a pas d'indemnité de rupture ni d'assurance chômage automatique. Ah oui, quand même. La démission ne donne en principe aucun droit à l'allocation chômage, sauf de rares exceptions jugées légitimes par France Travail.
De plus, démissionner vous fait automatiquement perdre le bénéfice de la mutuelle de l'entreprise. C'est un sacré saut dans le vide financier, quoi. Avant de partir, l'employeur a bien l'obligation de me remettre des documents administratifs? Oui, l'employeur a l'obligation légale absolue de vous remettre 3 documents de fin de contrat. Vous recevrez votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et surtout l'attestation France Travail. Juste pour être sûr à 100%. Une fois la lettre envoyée par la poste, quand démarre exactement le chrono du préavis? Dès la date de première présentation de la lettre recommandée par le facteur, que l'employeur aille la chercher au bureau de poste ou non, le compteur tourne à partir de ce jour-là. Ok, super clair. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paye, édition 2026, transforme la complexité en visuel clair. Avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées, vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez ce nouveau podcast avec une note 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute. Ça aide d'autres à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À demain, sur Maîtriser la paix.